Bonsoir à tous, bienvenue sur D8 pour Voyage au bout de la nuit. Je suis heureuse de vous retrouver et cette nuit je poursuis la lecture de Germinal d'Émile Zola. Voilà, j'en étais à la page 100, ce qui est très intéressant. Et vous pouvez réagir sur Facebook et sur Twitter avec le hashtag VBN. On aime bien vos messages, souvent. Voilà, alors je reprends. Donc ce livre parle de la pénibilité du travail dans une mine. En plus, par-dessus, il y a une petite histoire d'amour qui se tisse entre la jeune Catherine et donc Étienne, le personnage principal. Mais cette jeune Catherine a déjà un amant. Alors ça se complique. Là, ils ont passé une journée éprouvante. On leur a appris des mauvaises nouvelles. Ils sont très en colère et ils sont partis dans le bar. Voilà, le bar pour boire des gorgées de bière, pour, un petit peu. Voilà. Bon, bref, vous m'avez compris. Alors, c'est parti. Mais un gros homme de 38 ans, rasé, la figure ronde, parut avec un sourire débonnaire. C'était Rasseneur, un ancien haveur que la compagnie avait congédié depuis 3 ans à la suite d'une grève. Très bon ouvrier, il parlait bien, se mettait à la tête de toutes les réclamations, avait fini par être le chef des mécontentements. Sa femme tenait déjà un débit, ainsi que beaucoup de femmes de mineurs, et quand il fut jeté sur le pavé, il resta cabaretier lui-même. Trouva de l'argent, planta son cabaret en face du Voreux comme une provocation à la compagnie. Maintenant, sa maison prospérait. Il devenait un centre, il s'enrichissait des colères qu'il avait peu à peu soufflées au cœur de ses anciens camarades. « C'est ce garçon que j'ai embauché ce matin, expliqua Maheu tout de suite. As-tu une de tes 2 chambres libres et veux-tu lui faire un crédit d'une 15aine ?» La face large de Rasseneur exprima subitement une grande défiance. Il examina d'un coup d'œil Étienne et répondit sans se donner la peine de témoigner un regret. « Mes 2 chambres sont prises, c'est pas possible. » Le jeune homme s'attendait à ce refus et il en souffrit pourtant. Il s'étonna du brusque ennui qu'il éprouvait à s'éloigner. N'importe, il s'en irait quand il aurait ses 30 sous. Le mineur qui buvait à une table était parti. D'autres, un à un, entraient toujours se décrasser la gorge, puis se remettaient en marche, du même pas déhanché. C'était un simple lavage, sans joie ni passion, le muet contentement d'un besoin. « Alors, il n'y a rien ?» demanda d'un ton particulier Rasseneur à Maheu, qui achevait sa bière à petits coups. Celui-ci tourna la tête et vit qu'Étienne seul était là. « Il y a qu'on s'est chamaillé encore. »« Oui, pour le boisage. » Il compta l'affaire, la face du cabaretier avait rougi. Une émotion sanguine la gonflait, lui sortait en flammes de la peau et des yeux. Enfin, il éclata. « Ah bien, s'ils s'avisent de baisser les prix, ils sont fichus !» Étienne le gênait. Cependant, il continua en lui lançant des regards obliques. Et il avait des réticences, des sous-entendus. Il parlait du directeur, M. Hennebeau, de sa femme, de son neveu, le petit Négrel, sans les nommer, répétant que ça ne pouvait pas continuer ainsi, que ça devait casser un de ces 4 matins. La misère était trop grande. Il cita les usines qui fermaient, les ouvriers qui s'en allaient. Depuis un mois, il donnait plus de 6 livres de pain par jour. On lui avait dit la veille que M. Denelin, le propriétaire d'une fosse voisine, ne savait comment tenir le coup. Du reste, il venait de recevoir une lettre de Lille pleine de détails inquiétants. « Tu sais, murmura-t-il, ça vient de cette personne que tu as vue ici un soir. » Mais il fut interrompu. Sa femme entrait à son tour, une grande femme, maigre et ardente, le nez long, les pommettes violacées. Elle était en politique beaucoup plus radicale que son mari. « La lettre de Plouchard, dit-elle. Ah, s'il était le maître, celui-là, ça ne tarderait pas à aller mieux. » Étienne écoutait depuis un instant, comprenait, se passionnait à ses idées de misère et de revanche. Ce nom, jeté brusquement, le fit tressaillir. Il dit tout haut comme malgré lui. « Je le connais, Pluchart. » On le regardait, il dut ajouter
Oui, je suis machineur. Il a été mon contremaître à Lille, un homme capable. J'ai causé souvent avec lui. Rasseneur l'examinait de nouveau, et il y eut sur son visage un changement rapide, une sympathie soudaine. Enfin, il dit à sa femme: « C'est Maheu qui m'amène, monsieur. Un herscheur à lui pour voir s'il n'y a pas une chambre en haut, et si nous ne pourrions pas faire crédit d'une quinzaine. » Alors, l'affaire fut conclue en 4 paroles. Il y avait une chambre, le locataire était parti le matin. Et le cabaretier, très excité, se livra davantage, tout en répétant qu'il demandait seulement le possible au patron, sans exiger, comme tant d'autres, des choses trop dures à obtenir. Sa femme haussait les épaules, voulait son droit, absolument. « Bonsoir, interrompit Maheu. Tout ça n'empêchera pas qu'on descende. Et tant qu'on descendra, il y aura du monde qui en crèvera. Regarde, te voilà gaillard, depuis 3 ans que tu en es sorti. » « Oui, je me suis beaucoup refait, » déclara Rasseneur complaisamment. Étienne alla jusqu'à la porte, remerciant le mineur qui partait, mais celui-ci hochait la tête sans ajouter un mot, et le jeune homme le regarda monter péniblement le chemin du coron. Madame Rasseneur, en train de servir des clients, venait de le prier d'attendre une minute pour qu'elle le conduisît à sa chambre où il se débarbouillerait. Devait-il rester ? Une hésitation l'avait repris, un malaise qui lui faisait regretter la liberté des grandes routes. La faim au soleil souffert avec la joie d'être son maître. Il lui semblait qu'il avait vécu là des années, depuis son arrivée sur le terri, au milieu des bourrasques, jusqu'aux heures passées sous la terre à plat ventre dans les galeries noires. Et il lui répugnait de recommencer. C'était injuste et trop dur. Son orgueil d'homme se révoltait à l'idée d'être une bête qu'on aveugle et qu'on écrase. Pendant qu'Étienne se débattait ainsi, ses yeux qui erraient sur la plaine immense, peu à peu l'aperçurent. Il s'étonna. Il ne s'était pas figuré l'horizon de la sorte lorsque le vieux Bonnemort le lui avait indiqué du geste au fond des ténèbres. Devant lui, il retrouvait bien le Voreux dans un pli de terrain avec ses bâtiments de bois et de briques, le criblage goudronné, le beffroi couvert d'ardoises, la salle de la machine et la haute cheminée d'un rouge pâle, tout cela tassé. L'air mauvais, mais autour des bâtiments, le carreau s'étendait et il ne l'imaginait pas si large, changé en un lac d'encre par les vagues montantes du stock de charbon, hérissé des hauts chevalets qui portaient les rails des passerelles encombrées dans un coin de la provision des bois, pareil à la moisson d'une forêt fauchée. Vers la droite, le terri barrait la vue, colossal comme une barricade de géants, déjà couvert d'herbe dans sa partie ancienne, consumé à l'autre bout par un feu intérieur qui brûlait depuis un an, avec une fumée épaisse, en laissant à la surface, au milieu du gris blafard, des schistes et des grès, de longues traînées de rouille sanglantes. Puis les champs se déroulaient, des champs sans fin de blé et de betteraves, nus à cette époque de l'année, des marais aux végétations dures, coupées de quelques saules rabougris, des prairies lointaines que séparaient des fils maigres de peupliers. Très loin, de petites taches blanches indiquaient des villes, Marchiennes au nord, Montsou au midi, tandis que la forêt de Vandame, à l'est, bordait l'horizon de la ligne violâtre de ces arbres dépouillés. Et sous le ciel livide, dans le jour bas de cet après-midi d'hiver, il semblait que tout le noir du Voreux, toute la poussière volante de la houille se fût abattue sur la plaine, poudrant les arbres, sablant les routes, ensemençant la terre. Étienne regardait, et ce qui le surprenait surtout, c'était un canal, la rivière de la Scarpe canalisée qu'il n'avait pas vue dans la nuit. Du Voreux à Marchiennes, ce canal allait droit, un ruban d'argent mât de 2 lieues, une avenue bordée de grands arbres élevés au-dessus des bas terrains, filant à l'infini avec la perspective de ses berges vertes, de son opale où glissait l'arrière vermillonné des péniches. Près de la fosse, il y avait un embarcadère, des bateaux amarrés, que les berlines
des passerelles emplissaient directement. Ensuite, le canal faisait un coude, coupait de biais les marais et toute l'âme de cette plaine rase paraissait être là. Dans cette eau géométrique qui la traversait comme une grande route, charriant la houille et le fer. Les regards d'Étienne remontaient du canal au coron bâti sur le plateau et dont il distinguait seulement les tuiles rouges, puis il revenait vers le Voreux, s'arrêtait, en bas de la pente argileuse, à 2 énormes tas de briques, fabriquées et cuites sur place. Un embranchement du chemin de fer de la compagnie passait derrière une palissade desservant la fosse. On devait descendre les derniers mineurs de la coupe à terre. Seul un wagon que poussaient des hommes jetait un cri aigu. Ce n'était plus l'inconnu des ténèbres, les tonnerres inexplicables, les flamboiements d'astres ignorés. Au loin, les hauts fourneaux et les fours à coke avaient pâli avec l'aube. Il ne restait là, sans arrêt, que l'échappement de la pompe, soufflant toujours de la même haleine grosse et longue, l'haleine d'un ogre dont il distinguait la buée grise maintenant et que rien ne pouvait repaître. Alors, Étienne, brusquement, se décida. Peut-être avait-il cru revoir les yeux clairs de Catherine, là-haut, à l'entrée du coron. Peut-être était-ce plutôt un vent de révolte qui venait du Voreux. Il ne savait pas, il voulait redescendre dans la mine pour souffrir et se battre. Il songeait violemment à ces gens dont parlait Bonnemort, à ce Dieu repu et accroupi auquel 10 000 affamés donnaient leur chair sans le connaître. Deuxième partie. La propriété des Grégoire, la Piolaine, se trouvait à 2 kilomètres de Montsou, vers l'est, sur la route de Joiselle. C'était une grande maison carrée, sans style, bâtie au commencement du siècle dernier. Des vastes terres qui en dépendaient d'abord, il ne restait qu'une 30aine d'hectares. Clos de murs, d'un facile entretien. On citait surtout le verger et le potager, célèbres par leurs fruits et leurs légumes, les plus beaux du pays. D'ailleurs, le parc manquait. Un petit bois en tenait lieu. L'avenue de Vieux Tilleul, une voûte de feuillage de 300 mètres, plantée de la grille au perron, était une des curiosités de cette plaine rase où l'on comptait les grands arbres de Marchienne à Bonny. Ce matin-là, les Grégoire s'étaient levés à 8 heures. D'habitude, ils ne bougeaient guère qu'1 heure plus tard, dormant beaucoup, avec passion, mais la tempête de la nuit les avait énervés. Et pendant que son mari était allé voir tout de suite si le vent n'avait pas fait de dégâts, Madame Grégoire venait de descendre à la cuisine en pantoufles et en peignoir de flanelle. Courte, grasse, âgée déjà de 58 ans, elle gardait une grosse figure poupine et étonnée, sous la blancheur éclatante de ses cheveux. « Mélanie, dit-elle à la cuisinière, si vous faisiez la brioche ce matin, puisque la pâte est prête, mademoiselle ne se lèvera pas avant une demi-heure, et elle en mangerait avec son chocolat. Hein? Ça serait une surprise. » La cuisinière, vieille femme maigre, qui les servait depuis 30 ans, se mit à rire. « Ah, ça c'est vrai, la surprise serait fameuse. Mon fourneau est allumé, le four doit être chaud. Et puis, Honorine va m'aider un peu. » Honorine, une fille d'une 20aine d'années, recueillie enfant et élevée à la maison, servait maintenant de femme de chambre pour tout personnel. Outre ces 2 femmes, il n'y avait que le cocher, Francis, chargé des gros ouvrages. Un jardinier et une jardinière s'occupaient des légumes, des fruits, des fleurs, de la basse-cour. Et comme le service était patriarcal, d'une douceur familière, ce petit monde vivait en bonne amitié. Madame Grégoire, qui avait médité dans son lit la surprise de la brioche, resta pour voir mettre la pâte au four. La cuisine était immense. Et on la devinait, la pièce la plus importante, à la propreté extrême, à l'arsenal des casseroles, des ustensiles, des pots qui l'emplissaient. Cela sentait bon la bonne nourriture.
des provisions débordaient des râteliers et des armoires. « Et qu'elles soient bien dorées, n'est-ce pas ?» recommanda Madame Grégoire en passant dans la salle à manger. Malgré le calorifère, je regarde. Malgré le calorifère qui chauffait toute la maison, un feu de houille égayait cette salle. Du reste, il n'y avait aucun luxe. La grande table, les chaises, un buffet d'acajou et seuls 2 fauteuils profonds trahissaient l'amour du bien-être, des longues digestions heureuses. On n'allait jamais au salon, on demeurait là, en famille. Justement, M. Grégoire rentrait, vêtu d'un gros veston de futaine. Rose, lui aussi, pour ses 60 ans, avait de grands traits honnêtes et bons. Dans la neige, de ses cheveux bouclés, il avait vu le cocher et le jardinier. Aucun dégât important, rien qu'un tuyau de cheminée abattu. Chaque matin, il aimait à donner un coup d'œil à la Piolaine, et qui n'était pas assez grande pour lui causer des soucis, et dont il tirait tous les bonheurs du propriétaire. « Et Cécile ?» demanda-t-il. « Elle ne se lève donc pas aujourd'hui ?»« Je n'y comprends rien, » répondit sa femme. Il me semblait l'avoir entendue remuer. Le couvert était mis, 3 bols sur la nappe blanche. On envoya Honorine voir ce que devenait mademoiselle. Mais elle redescendit aussitôt, retenant des rires, étouffant sa voix, comme si elle eût parlé en haut dans la chambre. « Oh, si monsieur et madame voyaient mademoiselle, elle dort, ainsi qu'un Jésus. On n'a pas idée de ça, c'est un plaisir à regarder. » Le père et la mère échangeaient des regards attendris. Il dit en souriant, « Viens-tu voir ? Cette pauvre mignonne, murmura-t-elle, j'y vais. » Et ils montèrent ensemble. La chambre était la seule luxueuse de la maison. Tendue de soie bleue, garnie de meubles laqués, blanc à filets bleus, un caprice d'enfant gâté, satisfait par les parents. Dans les blancheurs vagues du lit, sous le demi-jour qui tombait de l'écartement d'un rideau, la jeune fille dormait, une joue appuyée sur son bras nu. Elle n'était pas jolie, trop saine, trop bien portante, mûre à 18 ans. Mais elle avait une chair superbe, une fraîcheur de lait. Avec ses cheveux châtains, sa face ronde au petit nez volontaire, noyé entre les joues, la couverture avait glissé et elle respirait si doucement que son haleine ne soulevait même pas sa gorge, déjà lourde. Ce maudit vent l'aura empêché de fermer les yeux, dit la mère doucement. Le père, d'un geste, lui imposa le silence. Tous les deux se penchaient, regardaient avec adoration. Dans sa nudité de vierge, cette fille si longtemps désirée qu'ils avaient eue sur le tard, lorsqu'ils ne l'espéraient plus, ils la voyaient parfaite, point trop grasse, jamais assez bien nourrie. Et elle dormait toujours sans les sentir près d'elle, leur visage contre le sien. Pourtant, une onde légère troubla sa face immobile. Ils tremblèrent qu'elle ne s'éveillât. Ils s'en allèrent sur la pointe des pieds. « Chut !» dit M. Grégoire à la porte. « Si elle n'a pas dormi, il faut la laisser dormir. »« Tant qu'elle voudra, la mignonne, » appuya Madame Grégoire. « Nous attendrons. » Ils descendirent, s'installèrent dans les fauteuils de la salle à manger, tandis que les bonnes, riant du gros sommeil de mademoiselle, tenaient sans grogner le chocolat sur le fourneau. Lui avait pris un journal, elle tricotait un grand couvre-pied de laine. Il faisait très chaud, pas un bruit ne venait de la maison muette. La fortune des Grégoire, 40 000 francs de rente environ, était tout entière dans une action des mines de Monceau. Ils en racontaient avec complaisance l'origine qui partait de la création même de la compagnie. Vers le commencement du dernier siècle, un coup de folie s'était déclaré de Lille à Valenciennes pour la recherche de la houille. Les succès des concessionnaires, qui devaient plus tard former la compagnie d'Anzin, avaient exalté toutes les têtes. Dans chaque commune, on sondait le sol, et les sociétés se créaient, et les concessions poussaient en une nuit. Mais parmi les entêtés de l'époque, le baron Desrumaux avait certainement laissé la mémoire de l'intelligence la plus héroïque.
Pendant 40 années, il s'était débattu sans faiblir au milieu de continuels obstacles. Premières recherches infructueuses, fausses nouvelles abandonnées, au bout de longs mois de travail, éboulements qui comblaient les trous, inondations subites qui noyaient les ouvriers, centaines de mille francs jetés dans la terre, puis les tracas de l'administration, les paniques des actionnaires, la lutte avec les seigneurs terriens, résolus à ne pas reconnaître les concessions royales si l'on refusait de traiter d'abord avec eux. Il venait enfin de fonder la société des Rumeaux, Foncenoy et compagnie pour exploiter la concession de Montsou. Et les fosses commençaient à donner de faibles bénéfices. Lorsque deux concessions voisines, celle de Cougny appartenant au comte de Cougny et celle de Joiselle appartenant au comte appartenant à la société Corny et Génard, avaient failli l'écraser sous le terrible assaut de leur concurrence. Heureusement, le 25 août 1760, un traité intervenait entre les trois concessions et les réunissait en une seule. La Compagnie des mines de Montsou était créée telle qu'elle existe encore aujourd'hui. Pour la répartition, on avait divisé, d'après l'étalon de la monnaie du temps, la propriété totale en 24 sous, dont chacun se subdivisait en 12 derniers, ce qui faisait 288 derniers. Et comme le dernier était de 1000 francs, le capital représentait une somme de près de 3 millions. Des Rumeaux agonisants mais vainqueurs avaient eu dans le partage 6 sous et 3 deniers. Et ces années-là, le baron possédait la Piolaine, d'où dépendaient 300 hectares. Et il avait à son service comme régisseur Honoré Grégoire, un garçon de la Picardie, l'arrière-grand-père de Léon Grégoire, père de Cécile. Lors du traité de Montsou, Honoré, qui cachait dans un bas une 50aine de 1000 francs d'économie, céda en tremblant à la foi inébranlable de son maître. Il sortit 10 000 livres de beaux écus. Il prit un denier avec la terreur de voler ses enfants de cette somme. Son fils Eugène toucha en effet des dividendes fort minces. Et comme il s'était mis bourgeois et qu'il avait eu la sottise de manger les 40 000 francs de l'héritage paternel dans une association désastreuse, il vécut assez chichement. Mais les intérêts du denier montaient peu à peu. La fortune commença avec Félicien, qui put réaliser un rêve dont son grand-père, l'ancien régisseur, avait bercé son enfance. L'achat de la Piolaine démembrée, qu'il eut comme bien national pour une somme dérisoire. Cependant, les années qui suivirent furent mauvaises. Il fallut attendre le dénouement des catastrophes révolutionnaires, puis la chute sanglante de Napoléon. Et ce fut Léon Grégoire qui bénéficia dans une progression stupéfiante du placement timide et inquiet de son bisaïeul. Ces 10 pauvres 1000 francs grossissaient, s'élargissaient avec la prospérité de la compagnie. Dès 1820, ils rapportaient 100%, 10 000 francs. En 1844, ils en produisaient 20 000. En 1850, 40. Il y avait 2 ans, enfin, le dividende était monté au chiffre prodigieux de 50 000 francs. La valeur du denier, coté à la bourse de Lille 1 million, avait centuplé en un siècle. Et voilà pour ce soir, pour cette fois, voilà, Germinal de Zola avec tous ces chiffres. On entre dans le business, voilà. Ouais, je vous embrasse très fort et à tout de suite ou à demain pour la suite, Germinal de Zola.